Moi, je me présente, je m'appelle Brice Gravel, je suis formateur chez Vertis Engineering depuis 2 ans environ. Avant ça, j'avais passé une vingtaine d'années dans l'industrie automobile, en particulier chez un gros constructeur, mais pas que. Voilà, dans les domaines du projet ou de la qualité en général. Voilà. Vertis Engineering, si je me recentre un peu sur notre entreprise, c'est un organisme de formation qui est spécialisé dans l'industrie, sur tous les sujets qui concernent notamment des outils de développement comme l'AMDEC en particulier, mais pas que, hein, la SPCE, le MSA, des choses comme ça. Que ce soit du produit ou du process, on fait à la fois du développement, mais aussi un peu de fabrication et d'optimisation. Donc ça, c'est un peu ça. Xavier Seigne qui est présent et qui fera le principal de la présentation, en est le fondateur. Donc il est à la fois formateur si vous avez l'occasion de travailler avec nous, et aussi fondateur de la société. Et donc, c'est lui qui va vous partager tous ces éléments sur l'AMDEC. Voilà. Donc, justement, si on veut parler un peu plus du sujet de l'AMDEC et de son optimisation, c'est un sujet un peu vaste qui concerne beaucoup de monde. Et pas que l'automobile, parce que je vous ai dit que j'étais dans l'automobile, mais ça concerne beaucoup de monde. D'ailleurs, si vous voulez bien, vous pouvez me mettre en commentaire d'où est-ce que vous venez en termes de secteur d'activité, pour qu'on ait un peu un panel de secteurs d'activité qui soient représentés. Je pense qu'il y a quand même beaucoup. Voilà. Il y a du ferroviaire, ouais, voilà. Mais voilà, ferroviaire, automobile et même du maritime. Eh ben, vous voyez que, comme quoi on n'est pas très généralisé, enfin très spécialisé dans l'automobile avec l'Amdex, c'est bien. C'est bien parce que finalement, on pourrait avoir, on pourrait se poser la question, puisque l'automobile, c'est pratiquement la seule industrie, je crois, je suis pas sûr que ce soit la seule, mais c'est quasiment la seule industrie qui impose vraiment l'AMDEC comme outil de gestion des risques, alors que dans d'autres industries, elle est juste conseillée. Bon, on est obligé de gérer les risques, hein, je ne dis pas le contraire, hein, surtout pas, mais elle n'est pas forcément imposée comme outil. Vous pouvez en utiliser d'autres si vous le souhaitez. Dans l'automobile, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Et donc là, c'est bien de voir que c'est un outil qui est quand même très généralisé dans pas mal de domaines techniques différents. D'accord? Et pourtant, c'est pas un sport très populaire, hein. Généralement, je ne sais pas pour vous, vous pouvez me le mettre aussi en commentaire, ça, mais moi, quand j'ai organisé des index ou j'ai animé des index, ça m'est arrivé, bah, c'était assez rare que les participants ils viennent avec le sourire en disant ouais, chouette, je vais faire quelque chose qui va servir bien à la boîte, etc., etc. On va faire gagner l'argent à la boîte. C'est quand même assez rare, ça, hein. Donc, je sais pas pour vous, vous me le direz, mais voilà. Sur le papier, pourtant, ça pourrait être le cas. Parce que bah, quand on fait de l'AMDEC, on fait de la gestion des risques, donc on limite les risques. Donc finalement, voilà, et merci. Donc finalement, ben, quand on limite les risques, on a moins de problèmes après. Si on a moins de problèmes après, ben, on passe moins de temps à résoudre les problèmes, donc on perd moins d'argent, etc., etc. Donc sur le papier, c'est vraiment le cas, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un peu il y a un peu de, les gens, ils viennent un peu à reculons, etc. Alors pourquoi est-ce qu'ils aiment pas ça? Pourquoi est-ce que ça a mauvaise presse, cet Amdec? Bah, souvent, on se rend compte quand on discute avec les gens, c'est qu'ils ont l'impression de ne pas avoir beaucoup de valeur ajoutée, quoi. En gros, ils ont l'impression de passer leur temps à traiter des sujets qui sont déjà plutôt maîtrisés chez eux, à refaire un peu toujours la même chose, etc. Donc ça, c'est des remontées récurrentes qu'on a, hein. Ça prend du temps de faire l'AMDEC. Alors si en plus on fait des sujets où on a l'impression qu'on a déjà traité la même chose il y a 2 ans ou il y a 6 mois, bon, c'est sûr que c'est pas très très motivant. Donc ça, c'est plutôt le signe en général d'une AMDEC qui n'est pas forcément bien maîtrisé en termes de méthodologie ou en termes d'animation. Donc là, c'est vraiment on peut essayer de contourner ces limitations-là en termes d'AMDEC, en termes de motivation, avec des méthodos un peu adaptés et une animation qui est un peu adaptée, qui va permettre justement de se focaliser sur les points durs, et sur les points qui sont un peu plus maîtrisés, ben, de passer un minimum de temps que ça. Donc c'est vraiment le sujet là qu'on veut aborder. C'est des sujets que nous, on aborde beaucoup dans nos formations, on les aborde en profondeur chez Vertis. Mais voilà, on s'est dit qu'on pouvait élargir un petit peu le sujet et puis commencer à aborder ça avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'on a organisé un peu ce webinaire.
pour vous donner des pistes d'amélioration. Donc, je vais laisser maintenant Xavier un peu s'exprimer, puisque c'est lui qui va techniquement aborder le sujet. Moi, je vais vous laisser parce que j'avais d'autres obligations à côté. Mais n'hésitez pas, comme je vous ai dit, au fur et à mesure de la présentation de Xavier, de mettre vos commentaires, etc., de poser vos questions et tout ça. Voilà. Xavier, je te laisse la parole, je te laisse te présenter de manière un peu plus profonde que ce que j'ai fait tout à l'heure. Et puis voilà. Merci à tous en tout cas, et puis bon webinaire. Très bien, merci à toi Brice. Et bonjour à tous. Effectivement, je suis Xavier Seigne, donc Brice m'a présenté tout à l'heure. Bon, je vais peut-être pas aller trop dans le détail, mais j'ai une spécialisation effectivement sur les AMDEC en conception de produits, conception et développement de produits mécaniques, en tolérancement, en cotation fonctionnelle, et aussi sur des sujets liés à la maîtrise du comportement statistique, des procédés de fabrication et des moyens de mesure. Voilà, c'est mes sujets de prédilection. Donc, je vous remercie de votre présence. Effectivement, on va ensemble, pendant quelques minutes, couvrir des éléments, disons, qui permettraient à la réalisation d'un deck process d'être plus efficace. Voilà. Brice a commencé à évoquer certains points qui font que l'AMDEC est quelquefois un petit peu difficile à faire accepter, à faire réaliser, et vu comme pas vraiment efficace. Voilà, on va voir comment s'y prendre pour apporter plus d'efficacité. Donc, en termes de contenu de ma présentation, je vais, dans un premier temps, présenter le cas d'application que j'utiliserai. Hein. On parle d'AMDEC Process. Bon, il faut bien qu'on ait un produit et puis un processus duquel parler. Donc, je le présenterai. Très rapidement, parce que vous connaissez déjà, je présenterai ce que c'est que l'AMDEC Process. Okay. Ensuite, je présenterai les économies qui peuvent être amenées par l'utilisation de l'AMDEC Process. Comme disait Brice tout à l'heure, quand on regarde sur le papier, les économies peuvent être extrêmement importantes. Et surtout, l'argent à dépenser dans l'anticipation que permet l'AMDEC est bien inférieur par rapport aux coûts liés aux crises qualité qu'elle permet d'éviter. J'essaierai de le démontrer. Et quatrièmement, on arrivera au cœur du sujet de cette présentation, comment rendre les AMDEC plus efficaces. Donc, on verra logiquement qu'il faut les utiliser tôt. Et puis l'AMDEC, c'est un peu un gros char, hein, un char d'assaut pour tirer sur les défaillances, disons. Il faut l'appliquer au bon endroit. Il ne faut pas tirer n'importe où. Il ne faut pas tirer dans tous les sens. Il faut aller le prioriser. C'est le premier point pour que ça soit efficace. Deuxièmement, pour que ce soit efficace, s'appuyer sur des génériques et s'appuyer de manière adéquate sur des AMDEC génériques pour gagner du temps justement sur les choses qu'on a déjà fait il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, 2 ans en arrière. Et enfin, comme le disait Brice, pour que l'AMDEC soit bien ciblée et qu'elle nous permette d'aller rechercher des défaillances qu'on ne connaît pas encore, sur des sujets peut-être qu'on ne connaît pas encore non plus, eh ben, il faut avoir la bonne organisation, les bons animateurs AMDEC avec les bonnes compétences en interne. Ça, c'est vraiment tout notre cœur de métier aussi. J'en parlerai à la fin. Voilà. Alors, le cas d'étude, voilà, j'ai pris un cas qui est, c'est un produit de consommation courante qui est produit à grande série, mais on aurait très bien pu prendre aussi un produit unitaire, hein. Un bateau, par exemple, un paquebot, un bateau de guerre, un sous-marin. C'est pas produit en grande série, mais l'AMDEC apporte la même valeur ajoutée. Elle peut vous permettre d'éviter d'avoir un retard de 2 ans sur le programme, ou d'éviter une défaillance en fonctionnement et un retour au port et puis de la maintenance pendant 6 mois. Voilà, c'est un produit grande série, mais c'est pas pour ça que l'AMDEC est appliqué que aux produits de grande série. C'est un moteur électrique à courant continu. Vous en avez tous, hein, les rétroviseurs rétractables, par exemple, de voitures, ils sont commandés par des moteurs électriques à courant continu. Bon, on a l'énergie électrique en entrée, okay, qui est fournie via deux connecteurs. Et son rôle à notre moteur électrique, c'est de transformer cette énergie électrique en énergie mécanique. Donc un arbre qui tourne en sortie. Voilà. Alors je vais présenter juste un petit peu comment ça fonctionne, hein, très rapidement. Vous connaissez sûrement, j'ai une petite vidéo ici qui permet d'expliquer le fonctionnement. Vous voyez, on a ici, alors peut-être je vais expliquer, on a un courant électrique hein, qui passe via ici dans des balais, okay, qui sont en contact avec des secteurs angulaires en cuivre ici, qui vont transmettre le courant dans un circuit électrique qui est ici. Okay, voilà. Et d'un autre côté, on a aussi un aimant que vous pouvez voir ici. Le bleu et le rouge, là, c'est un aimant permanent, en fait, hein, qui exerce une force, en fait. Hein.
Ensuite, le fait, alors là, je vais lancer la vidéo, le fait qu'on ait un courant qui passe donc, dans le circuit va faire qu'il va y avoir un champ électromagnétique qui va créer lui aussi un aimant qui va s'opposer en termes de force aux forces qui sont exercées par l'aimant permanent. Vous voyez? Et donc, ça fait que ensuite, quand on va tourner, on va changer de secteur angulaire. Vous voyez? Et donc, la force, comme ça, va en permanence tourner et va s'opposer à l'effort de l'aimant permanent. Donc, les balais qu'on a là, ainsi que les secteurs angulaires qu'on a ici, sont très importants, évidemment, pour le fonctionnement du moteur. Hein. Voilà. Donc, c'est le fonctionnement de ce type de moteur. Alors après, dans la réalité, un moteur électrique, évidemment, on a des bobinages en cuivre, hein, c'est pas simplement une spire, c'est des bobines de cuivre hein, qui permettent, voilà. Et donc, dans la réalité, on a ce type d'arbre hein, à l'intérieur d'un moteur qui est exactement le même que celui que je vais avoir dans ma présentation. Donc, je reviens sur mon diaporama. Le produit qu'on va étudier, vous voyez, c'est donc le moteur à courant continu. Il y a un capot avec un aimant permanent qui est monté dedans. Hein. L'aimant, il est ici et là. Hein, vous le voyez, il est fixé dedans. On a un arbre qui est rectifié, hein, qui va tourner sur des roulements. On a des paquets de tôle, on appelle ça des paquets de tôle, hein, c'est la partie métallique, vous voyez là et là, qui sont montés sur le roulement. On a les secteurs angulaires qu'on voyait tout à l'heure dans la vidéo qui sont ici, ok, qui transmettent l'énergie électrique. Et ce qui transmet l'énergie électrique, c'est les balais qui sont là, vous voyez, qui sont reliés au connecteur hein, de chaque côté. Deux balais qui permettent de transmettre le courant électrique. ok. Et un bobinage, alors il n'y en a pas un, il y en a trois en fait, hein, trois bobinages de fil en cuivre, avec une connexion en fait. Hein, il y a des connexions électriques entre les bobinages et puis évidemment les secteurs angulaires pour bien réaliser la bonne circulation du courant. On a un capot qui est en plastique, c'est un capot avant, sur lequel sont montés les deux connecteurs électriques, les deux balais en fait, hein, voilà, qui transmettent le courant au secteur angulaire. Voilà. Et on a des roulements, évidemment. Hein. L'arbre, il tourne, il est monté sur des roulements et il tourne par rapport à des roulements. Voilà. Alors, la deuxième partie, qu'est-ce que l'AMDEC Process? Vous connaissez déjà. Je ne vais pas passer beaucoup de temps. Une AMDEC Process, c'est mené en équipe. ok. Par exemple, si je prends mon capot avant plastique, c'est un capot qui est injecté, qui est en plastique. Vous voyez qu'il y a il y a des pions ici de centrage qui sont sur ce capot. Hein. Il y a deux pions, un là, un là. Vous voyez? Donc ces pions, ils assurent le montage du capot plastique sur la pièce métallique. ok. Donc il faut que la distance entre ces pions soit bien maîtrisée. Donc quand on est à l'opération d'injection de ce capot, une défaillance potentielle, ça pourrait être que le dimensionnel n'est pas conforme. Voilà. Donc quand on fait une AMDEC, c'est ça, première chose qu'on fait. On cherche des défaillances potentielles. Le dimensionnel n'est pas conforme. ok. En injection, sur la presse. Deuxième chose qu'on fait, on cherche les effets. Alors ça, vous ne savez peut-être pas, pour ceux qui sont notamment dans l'automobile, le nouveau référentiel, on vous demande de trouver les effets sur le client final. Il y a un dysfonctionnement moteur, mais aussi sur les usines, l'usine interne. Votre usine de fabrication, si les capots ont un mauvais dimensionnel, qu'est-ce que ça va causer comme effet dans votre usine? Peut-être que l'assemblage sera impossible. Et qu'est-ce que ça va causer comme effet chez le client? Le client, vous lui livrez des moteurs avec des capots qui sont mal montés, qu'est-ce que ça va causer comme effet? Ça va perturber sa ligne. Voilà. Peut-être qu'il y aura du tri, de la mise au rebut de certains moteurs. Donc, une défaillance, des effets. L'effet nous permet d'évaluer une note, en fait, de 1 à 10, qui est la note de sévérité. Ensuite, on recherche les causes de la défaillance. Donc là, j'en ai mis qu'une pour simplifier. Par exemple, ça peut être une dérive de la pression d'injection sur la presse à injecter. Dérive de la pression d'injection, qui fait que plus la pression est grande, évidemment, plus la pièce est compressée, plus les côtes vont être grandes. Donc si la pression dérive, ça va causer un problème. Ensuite, une AMDEC, on est en groupe, on vient d'identifier cette défaillance, cette cause, cet effet. Évidemment, on ne va pas en rester là. Il faut qu'on cherche à maîtriser tout ça. Donc, pour maîtriser tout ça, on va se demander qu'avons-nous pour prévenir la cause? Donc, pour faire en sorte que la dérive de la pression d'injection ne puisse pas arriver. C'est la prévention. Hein. Voilà. Et puis, on va identifier dans les éléments de prévention. Si on ne peut pas avoir une prévention totale, on va aussi mettre en place de la détection. Donc, qu'avons-nous pour détecter soit la dérive de la pression d'injection, soit le fait que le dimensionnel du capot n'est pas conforme. Voilà. Et donc, ces éléments de maîtrise, là, ici, on va d'abord les considérer
on va d'abord considérer les éléments de maîtrise, prévention, détection actuels, ou prévus, disons. C'est-à-dire ce qu'on met habituellement sur le process, sur un process de ce type-là. Ça va nous permettre d'évaluer deux notes de 1 à 10, l'occurrence de 1 à 10, capacité de prévention, et la détection de 1 à 10, capacité de détection. Et donc, la combinaison de sévérité, occurrence, détection, bien évidemment, va nous permettre d'évaluer si, sur ce problème-là, la priorité de plan d'action est importante, et donc si nous avons besoin de mettre en place un plan d'action additionnel ou pas. Voilà. Donc, c'est le fonctionnement de l'AMDEC Process. Voilà. Alors, c'est vrai que l'AMDEC Process, vous connaissez, vous, mais les gens qui découvrent, quelquefois, ça leur fait un peu peur. Parce que là, je vous présente un graphe avec cause, défaillance, effet. Bon, c'est simple à comprendre, etc. Mais quand on voit une AMDEC pour la première fois, des fois, c'est ça qu'on voit. C'est une sorte de table avec 50, 60, 100, 150 lignes. Et ça peut faire peur. Voilà. Donc voilà, il est important de comprendre et de faire comprendre qu'une AMDEC, finalement, à chaque ligne, elle contient une relation cause, défaillance, effet. Ici, par exemple, cause, formation de l'opérateur insuffisante, nous génère la défaillance, position axiale ou radiale du balai non conforme, donc le balai de communication du courant, et l'effet, l'effet usine interne, arrêt de ligne, rebut, usine cliente, arrêt de ligne, rebut, et puis client final, perte de fonctionnalité moteur. À chaque ligne, on a une relation cause, défaillance, effet qui est connue par l'entreprise et qui va être maîtrisée. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va mettre en place ce qu'il faut ici. Vous voyez, moyen de maîtrise en prévention, moyen de maîtrise en détection. Donc, pour maîtriser le problème de formation, on aura la matrice de polyvalence dans l'usine. Pour détecter, la position des balais, on aura une détection à 100% par caméra. Voilà. Donc après, on se demandera, sévérité, occurrence, détection, nous dirons si ces deux éléments-là sont suffisants ou si nous avons besoin d'un plan d'action, évidemment. Voilà. Donc, OK. Maintenant, l'AMDEC Process, tout le monde est à jour. Bon, c'est un petit rappel de ce que c'était. Tout le monde est à jour, je pense. Quelles sont les économies qui sont réellement apportées par l'application de l'AMDEC Process? Voilà. L'AMDEC Process, pour qu'elle apporte des économies, pour qu'elle apporte une valeur ajoutée, il faut qu'elle soit capable d'anticiper des problématiques techniques et de vous permettre suffisamment tôt de mettre en place les plans d'action pour les éviter, pour soit les prévenir, comme on a dit, soit les détecter. Alors, une petite question sous forme de sondage par rapport à ça, pour savoir comment vous vous positionnez. Excusez-moi. Hop, je viens ici. Voilà. Je reviens dans mon environnement de sondage. C'est la deuxième question de notre webinaire. Comment jugeriez-vous les coûts induits au sein de votre organisation par les problèmes découverts tardivement lors d'un projet d'industrialisation? Est-ce que c'est quelque chose dans votre entreprise de très impactant, de relativement impactant ou de peu impactant? Je vous laisse me dire. Voilà, donc je vois que l'ensemble des personnes présentes ont répondu que les coûts induits par les problèmes découverts tardivement sont très impactants pour votre organisation industrielle. Voilà, donc effectivement, c'est intéressant et ça confirme la nécessité de l'application d'un outil comme l'AMDEC Process. Alors, pour illustrer les coûts induits, les économies qui peuvent être apportées par la méthode AMDEC Process. Sur l'exemple qu'on est en train d'étudier, imaginons un moteur à courant continu que l'on doit développer, un nouveau projet qu'on doit industrialiser. L'entreprise est habituée à faire des moteurs à courant continu. Sur tous les produits précédents, les balais qui communiquent le courant étaient clippés manuellement. Sur ce nouveau projet, le client et nous-mêmes voulons innover, réduire les coûts. Les balais maintenant vont être surmoulés sur le capot plastique. Ça veut dire que ce ne sera plus une insertion manuelle des balais. Vous voyez, ils seront surmoulés lors de l'opération d'injection. Et puis il y a un deuxième changement. Sur ce nouveau moteur, on veut augmenter un petit peu la puissance délivrée par le moteur. Donc on va passer de 50 spires dans les spires qui sont ici à 60 spires. Et pour pouvoir, disons, être en conformité avec l'encombrement présent dans le moteur, par contre, on va diminuer un petit peu le diamètre du fil. Okay, donc le fil va devenir moins résistant à la traction, évidemment, si on diminue le diamètre. Okay. Exemple,
d'économie possible. Okay, sur le premier changement, les balais deviennent surmoulés. Une défaillance qu'on pourrait ne pas anticiper, surtout dans ce genre d'entreprises qui ne sont pas des experts de l'injection, c'est le fait que, bah, évidemment, en injection, quand on fait du surmoulage, sur des pièces bon, un peu fines comme celle-ci, avec beaucoup de changements d'épaisseur, il peut y avoir des déformations après l'injection. Voilà, des déformations qui vont faire que nos balais, en termes d'orientation, par exemple, ils vont être difficiles à maîtriser. Voilà. Donc, c'est déformation suite à injection. L'impact potentiel, ça peut être quoi? Ben, ça peut être, sur le premier OF, par exemple, on pourrait avoir 30% des moteurs non conformes, par exemple, au contrôle final. Et on s'en rend compte qu'au contrôle final. 30% des moteurs, bon, on a fait le calcul hein, sur ce genre de moteur avec le coût par moteur, ça fait 125 000 euros. Voilà. Si cette problématique apparaît, ce qui peut aussi se passer, c'est qu'on n'arrive pas à livrer le client, ou alors on peut éventuellement aussi lui laisser passer des moteurs non conformes et les livrer chez lui. Donc ça crée une crise qualité. Le client vient voir chez nous, qu'est-ce qui se passe? Il analyse notre plan de surveillance. Manque de chance, il se peut qu'on ait oublié de mettre à jour le plan de surveillance de l'ancien produit où les balais étaient clippés manuellement. Du coup, le client, il voit marqué clippage manuel et contrôle à 100% visuel des balais, parce que c'était l'ancien mode de fonctionnement. Il nous dit, mais pourquoi vous ne faites pas des contrôles à 100% de la position de vos balais? Mais monsieur le client, c'est parce que maintenant, ils sont surmoulés, on ne peut plus les contrôler à 100%. Voilà, parce qu'ils ne sont pas montés manuellement. Le client vous écoute, mais il est probable que votre argumentation ne lui convienne pas et qu'il vous impose, par exemple, hein, un contrôle à 100% avec une caméra qui va représenter, si c'est fait tardivement, hein, notamment, un investissement très conséquent. Donc là, ça nous fait du 375 000 euros hein, pour cette problématique-là. L'AMDEC Process, comment aurait-elle pu permettre d'éviter cette problématique? Eh ben, tout simplement, si on avait identifié cette problématique tôt comme étant un risque technique, il aurait pu y avoir un travail de co-conception entre le bureau d'études et le bureau des méthodes ou d'industrialisation, à vraiment travailler sur la conception du produit de manière à minimiser les phénomènes de déformation en zone surmoulée. Et ça aurait coûté, quand vous comparez, ça coûte juste du temps d'ingénierie, c'est quelques milliers d'euros en fait. Euh, on aurait pu aussi anticiper les choses et faire un plan d'expérience sur la presse pour optimiser les paramètres de réglage de la presse, plus la mise en place de SPC sur la presse. Ça coûte là aussi quelques milliers d'euros. On est à 19 000 euros comparé à 375 000 euros qui sont les coûts subis plus tardivement. Premier type de problématique, premier type d'économie. On voulait augmenter le nombre de spires, passer de 50 à 60 spires, avec une diminution du diamètre de fil. La défaillance qui peut se produire, c'est une casse du fil lors du bobinage. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas anticipé cette problématique-là. Alors, on l'avait en tête, mais on n'a pas vraiment travaillé dessus comme il fallait au bon moment. Notre machine historique qui fait le bobinage était habituée à un certain diamètre de spire, et elle devient non adaptée, et du coup, il y a des casses de fil. Voilà. Donc, on a une perte de productivité qui peut nous générer, là aussi, en termes de non-livraison, de pénalité de la part du client, de diminution des quantités livrées, des sommes très importantes. L'anticipation possible aurait pu être de travailler avec le fournisseur de la bobineuse en amont, de manière à changer le module de la machine, d'une manière qui nous permettrait d'anticiper le problème, de l'étudier, de faire en sorte que la casse de fil soit contournée. Sur ce type d'arbre aussi, ça c'est un problème qu'on a pu vivre aussi, hein, les parties qui sont ici en contact avec les roulements sont rectifiées. Et dans des moteurs qui sont montés notamment dans des voitures, ces parties rectifiées sont très importantes parce qu'elles doivent être très très lisses, en état de surface très très bon pour éviter notamment les phénomènes vibratoires, les bruits de fonctionnement. Dans une usine, par exemple, quand on met en place la nouvelle ligne de fabrication dont on est en train de parler pour ce nouveau moteur, une erreur qui pourrait être faite, c'est d'avoir une pollution de ces parties-là après rectification par de la peinture. L'impact, ben, on aurait, au niveau du contrôle final du bruit, on aurait un contrôle de bruit au-dessus de la spec. On se demanderait pourquoi, voilà, il faudrait mener une étude. On aurait 5% des pièces impactées, donc rebutées. On dirait ben, on va capoter le poste de rectification ainsi que tous les postes après, donc ça coûterait aussi quelques milliers d'euros. Et là, la méthode AMDEC Process, elle est extrêmement puissante pour ça, hein, parce que l'AMDEC Process, systématiquement, elle va nous faire analyser les causes environnementales à chaque poste, en fait. Donc,
on aurait pu, si on avait anticipé ça avec l'AMDEC Process, aménager le poste de rectification le plus loin possible du poste de peinture. Voilà. Là aussi, 1500 € comparé à 40 000 euros. Voilà. C'est vrai que le ratio peut être de 10, 50 à 100 entre l'investissement qu'on aurait fait si on avait anticipé le problème à chaque fois, et puis les coûts induits par la problématique, la crise qualité qui est réellement survenue lorsque le problème n'a pas été anticipé. Donc c'est vrai que l'AMDEC Process, elle prend tout son sens. Si on fait ce genre d'études dans beaucoup d'organisations, on se rend compte que ces économies-là sont possibles en fait quand on applique l'AMDEC Process. L'enjeu étant d'arriver à appliquer l'AMDEC Process de manière efficace. Là étant tout l'enjeu. Que certains d'entre vous qui ont suivi nos formations connaissent peut-être déjà, qui va être nouveau pour les autres. On est en train de dire l'AMDEC Process doit être ciblé sur les opérations de fabrication les plus critiques au début d'un projet ou en vie série, disons, le plus tôt possible avant un changement. Voilà. Effectivement, c'est ça qui va faire qu'elle va nous apporter la valeur ajoutée escomptée. Et sur les OP moins critiques, eh ben, on va simplement les traiter plus tard et surtout gagner du temps en réutilisant des génériques. Voilà. Alors comment ça va se passer? Comment ça peut se passer plutôt? Ici, j'ai pris l'exemple de notre AMDEC Process, de notre moteur. Okay, alors, on dit prioriser les opérations de fabrication. Déjà, il faut que je vous présente un peu ce que sont ces opérations de fabrication pour le moteur. Pour le moteur, en fait, on a différentes lignes dans l'usine. Hein. On a une ligne arbre, vous voyez, dans laquelle il y a des opérations de transfert des différents composants. On insère les paquets de tôle sur l'arbre, on fait le bobinage, okay, on insère les secteurs angulaires, on fait la soudure des fils. Voilà. C'est notre arbre, hein, arbre équipé. On a une ligne capot plastique qui va nous faire l'injection du capot plastique. Alors là, c'était un montage manuel hein, des connecteurs et des balais sur le capot. Et puis, on a le montage en force du roulement. Et puis, on a une troisième ligne, capot aimant, capot plus aimant. Donc, c'est simplement, ici, on va simplement monter en force le roulement hein, dans cette partie-là. Et ensuite, ces trois lignes, elles vont alimenter une autre ligne principale d'assemblage. On va transférer tous les éléments. On va passer à l'assemblage final, au sertissage, test électrique, packaging, expédition, transport. Voilà. Donc, il y a à peu près 27 opérations. C'est pas à peu près, il y en a 27 en fait. Après, sur chaque opération, l'entreprise là, avait fait en fait elle avait recensé aussi les PPM créés par chaque opération. Donc on a cette information, donc on sait quelles sont les opérations auxquelles on a le plus de défaillances qui sont générées. Voilà. Alors, sur les 27, quelles sont les opérations à cibler? La chose que nous proposons, c'est d'utiliser, avant de démarrer l'AMDEC Process, une priorisation avec une analyse préliminaire des risques, telle que je la présente ici. L'idée, c'est de prendre chacune des 27 OP et de les classifier par degré de sévérité, ici, de 1 à 4. 4 étant sécuritaire, 1 étant très, très peu important. Et puis de les classer par degré de maîtrise, ici, de 1 à 4. 1 étant une OP très bien maîtrisée, c'est-à-dire pas du tout nouvelle, et avec très peu de ppm, et 4 étant une OP vraiment complètement nouvelle, et avec beaucoup de ppm. Voilà, beaucoup de ppm potentiels. Et donc, on retrouve nos OP qui sont priorisés. Alors, sur les 27, vous voyez, vous en avez 8 ici, qui se retrouvent dans la partie rouge. Alors, il n'y a rien de sécuritaire sur ce produit-là, hein, mais sur d'autres produits, il pourrait y avoir des choses sécuritaires. On en a 8 dans la partie rouge, donc ça vous fait à peu près entre 20 et 30% dans la partie rouge. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ici les 20 à 30% des OP qui potentiellement pourraient nous générer 80% des problèmes. Parce que c'est les plus nouvelles, c'est les moins bien maîtrisées, c'est aussi les plus importantes. C'est celles où il y a le plus de ppm traditionnellement, c'est celles où il y a le plus de nouveautés. Voilà. Et puis on a 60, 40, 60% en général qui se retrouvent dans la partie orange ou dans la partie verte. Et donc ça sert à quoi tout ça? Ben, en fait, suivant où sont les OP, on va avoir des instructions qui nous sont générées. Si on est dans la partie rouge, ça veut dire qu'il faut qu'on refasse l'AMDEC entièrement. Si on est dans la partie orange, il faut qu'on adapte une AMDEC générique. Donc on va gagner du temps déjà. Et si on est dans la partie verte, on peut simplement... C'est tellement peu nouveau et tellement maîtrisé que est tellement peu important qu'on peut réutiliser un générique, sans vraiment se poser de questions en fait. Donc si on prend par exemple 3 opérations, ici bon, j'ai une AMDEC générique hein, qu'on aurait
on pourrait l'avoir dans une base de données. Moi, je l'ai dans un fichier Excel. Donc, dans cet AMDEC générique, on a repris des parties d'AMDEC. Et puis, j'ai mon AMDEC sur mon nouveau projet. Voilà. Donc, j'ai pris, par exemple, 3 OP. La première, ici, c'est l'opération réception matière première et composants achetés. C'est l'OP numéro 1. Celle-ci, OP numéro 1, vous voyez, elle est ici, en 2-2. Celle-ci, j'ai simplement repris les génériques. Et comme on a dit, c'est quelque chose qui fait partie de nos standards, qui sont connus, maîtrisés. Il n'y a pas de changement. On reprend le générique. Okay. Deuxième opération, ici, c'est l'opération de bobinage. Okay, 3.5. Où est-ce qu'elle était dans ma matrice? 3.5, elle était là. 3, 2. Effectivement, il y a un petit peu de nouveauté parce que le diamètre de spire, enfin le nombre de spires change. Et le diamètre des spires change aussi. Excusez-moi. Voilà. Donc celle-ci, elle apparaît en orange, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse une mise à jour. Alors cette mise à jour, je vais en parler dans quelques instants, hein, la manière de faire la mise à jour ici. Voilà. Et puis la troisième opération qu'on a considérée, c'est l'opération donc de montage des balais, en fait, hein, des balais qui servent à faire la connexion avec les secteurs angulaires. Okay, 4.4. Donc celle-ci, elle se retrouve ici en 3 et 4, donc elle fait partie des plus critiques. Donc sur celle-ci, effectivement, on va refaire complètement l'AMDEC. Et dans ce cas-là, c'est complètement justifié parce que vous voyez, je vous ai dit, les balais sur ce nouveau projet, ils sont surmoulés, en fait, sur le capot plastique. Or là, dans l'AMDEC, vous voyez, on parle de l'opérateur qui prend le balai dans le conditionnement, le positionne dans le capot, etc., etc. Donc tout ça, c'est plus d'actualité parce qu'il n'y a plus d'opérateur. Le balai, il est complètement surmoulé sur le capot. Donc tout ça, on va devoir le mettre à jour. Voilà. Donc vous voyez que ça nous permet d'y voir clair sur qu'est-ce qu'on traite en premier. Déjà, ce serait plus la 4.4 hein, sur les 3 qu'on traiterait en premier. Et qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les OP sur lesquels on refait l'AMDEC? Voilà. Alors, dans les cas où on a une adaptation à faire, il y a aussi quelque chose qui est intéressant pour nous aider justement à mener cette adaptation. Je vous ai dit dans la modification tout à l'heure qu'au niveau du bobinage, on était en train de passer à un bobinage à 60 spires et avec une diminution du diamètre de fil. Voilà. Donc, dans le nouveau standard automobile AIAG VDA, nous amène à identifier ce qu'on appelle les caractéristiques produits et les caractéristiques process. Voilà, dans ces colonnes-là. Donc, caractéristiques produits, caractéristiques process. Donc, une caractéristique produit, alors je vais peut-être revenir ici, une caractéristique produit sur une opération de fabrication donnée, c'est ce qu'on attend en sortie, en fait, de l'opération de fabrication. C'est ce qu'on doit avoir en sortie. Par exemple, une cote, la cotation géométrique. Et puis les caractéristiques process, c'est ce qu'il nous faut avoir en entrée pour que l'opération se réalise sans problème. Voilà, donc sur ce slide, vous avez des exemples de caractéristiques produits, caractéristiques process. Caractéristiques produits, c'est tout ce qui est dimensionnel, forme, aspect. C'est le résultat de l'opération qu'on souhaite avoir. Et puis la caractéristique process, c'est ce qu'il nous faut avoir en entrée pour que l'opération se passe bien. Par exemple, un opérateur formé, un milieu adéquat en termes de température d'ensoleillement, en termes de niveau de propreté. Voilà. C'est le 6e, hein, les caractéristiques process. Voilà. Alors c'est intéressant, ça fait partie du nouveau standard AIAG-VDA, secteur automobile. Les caractéristiques produits nous amènent à la défaillance. C'est-à-dire, par exemple, si on veut avoir un aspect adéquat, ben, la défaillance, c'est que l'aspect sera dégradé. Les caractéristiques produits nous amènent aux causes de défaillance. Pourquoi l'aspect de la pièce est dégradé? Peut-être que l'opérateur est mal formé, par exemple, sur un poste, et il va rayer la pièce contre la machine. Voilà, donc la cause, c'est le problème de formation de l'opérateur. Caractéristique produit nous donne la défaillance, caractéristique process nous donne la cause de défaillance. Voilà. Donc ça, c'est utile quand on réalise une mise à jour d'AMDEC process, parce que ça nous permet de gérer nos mises à jour, en fait, par bloc dans une AMDEC. Vous voyez, ici, on a un bloc, entre guillemets, de 3 lignes dans lesquelles on parle, au niveau des caractéristiques produits, on parle de 3 fois 50 tours lorsqu'on fait le bobinage. Voilà. Voilà. Et évidemment, la défaillance
qui vient de cette caractéristique produit, c'est ce qu'on a ici, c'est-à-dire le nombre de tours et la tension du fil non conformes. Voilà. Donc tout ce bloc-là, ben, on sait que qu'est-ce qu'on va devoir faire? On sait qu'on n'a pas 3 fois 50 tours, on sait qu'on a 3 fois 60 tours. Ben, on sait que sur tout ce bloc-là, on va devoir faire une mise à jour. Hein. On va devoir mettre à jour tout ce bloc-là en considérant qu'on a plus de tours, on a 60 tours. Donc si on prend la première ligne, on veut avoir 3 fois 60 tours. La défaillance, ce serait qu'on n'ait pas les 3 fois 60 tours. Okay. La cause, ici, c'était le niveau de formation et d'attention de l'opérateur. Niveau de formation du régleur insuffisant. Voilà. Donc la question à se poser quand on fait la mise à jour, c'est se demander, le fait que je passe à 60 tours, est-ce que ça a été compris dans la formation initiale de l'opérateur? Oui ou non? Ah, ça n'a pas été compris. Donc, ça veut dire que ce que j'avais là, la formation standard des régleurs, en termes d'efficacité et d'occurrence, c'est peut-être plus adapté. Donc, je pourrais passer mon occurrence, ben, mon occurrence va augmenter, elle va probablement passer à 6. Donc, j'étais à 8 en gravité, je passe maintenant à 6 en occurrence, et je suis à 4 en détection. Ben, là, j'ai une mise à jour à faire. Hein. Si je vais voir dans les priorités de plan d'action, 8, 6, 4, donc 8, 6, 4, je suis en priorité haute. Voilà, donc ici, je viens et je dis, ben, j'ai une priorité haute, hop, j'ai besoin d'un plan d'action. Voilà. Et donc, ça va peut-être être une reformation, opérateur, nouveau nombre de spires. Voilà. Donc, qui va, en deuxième cotation, me faire baisser mon occurrence. Hein, donc, je vais être à 8 en sévérité, pardon. Je vais redescendre à 3 en occurrence. Et je vais rester à 4 en détection. Donc, ce plan d'action me permettra de repasser à un niveau de priorité de plan d'action faible. Voilà. Donc, quand on met à jour les OP qui sont dans la partie orange, c'est-à-dire celles qu'on reprend du générique mais qu'il va falloir mettre à jour, la notion de caractéristique produit et caractéristique process est intéressante parce qu'elle nous permet de savoir justement les parties qu'il va falloir qu'on mette à jour, les parties qu'il va falloir qu'on enlève, les parties qu'il va falloir qu'on adapte, les parties qu'il va falloir qu'on ajoute, les caractéristiques qu'il va falloir qu'on ajoute. Voilà. Donc, effectivement, caractéristiques produit, caractéristiques process nous amène à décider ce qu'on doit enlever, ce qu'on doit modifier, ce qu'on doit conserver en l'état et les éléments à ajouter. Caractéristiques produit et caractéristiques process à ajouter. Donc, ça apporte une efficacité dans la réutilisation de génériques, le fait de se baser sur des caractéristiques produits et process. Enfin, comment rendre les AMDEC plus efficaces? Brice a dit dans son introduction tout à l'heure que les gens, souvent, ils vont un petit peu dans les réunions AMDEC à reculons parce qu'ils ont l'impression que dans les AMDEC, on traite des problèmes qu'on a déjà vus ou des problèmes qu'on maîtrise déjà. Voilà. C'est là tout le cœur de métier des personnes qui réalisent l'animation des AMDEC dans l'entreprise. Effectivement, l'AMDEC, il faut que l'animateur arrive à faire en sorte qu'elle se focalise sur des choses qu'on ne connaît pas encore, sur des défaillances inconnues qui portent sur des sujets qui sont aussi peu connus, voire inconnus, en fait. Et ça, c'est une difficulté parce que nous sommes des humains. Et les humains, on a tendance à se focaliser sur les zones qu'on connaît, les choses qu'on a déjà vues, effectivement. Voilà. Pour illustrer ça, je vais présenter le lampadaire qui est présent ici. Vous voyez, le lampadaire là, qui éclaire une rue. Imaginez deux personnes autour de ce lampadaire. La première personne regarde la deuxième est en train de faire quelque chose. La première personne demande « Mais que faites-vous, monsieur Qu'êtes-vous en train de faire ?»« Ben, je cherche ma clé. »« Mais vous êtes sûr que vous l'avez perdue ici ?»« Non, je ne suis pas du tout sûr, mais c'est le seul endroit où il y a de la lumière. » Voilà, donc c'est une image qui illustre la problématique. Effectivement, on a tendance, dans une AMDEC, quand on pose des questions aux participants, ils vont nous retourner des réponses sur des choses qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà vues, qu'ils ont déjà rencontrées. L'animateur doit être là pour les challenger, leur poser les bonnes questions stimulantes pour qu'ils aillent s'orienter sur les choses qu'on ne connaît pas encore, et donc à aboutir aux défaillances qu'on ne connaît pas encore. La deuxième problématique qu'en tant qu'humain, on a tous aussi, c'est notre tendance à apporter plus d'importance aux faits qui confirment nos croyances qu'aux faits qui les réfutent.
Nous sommes des êtres sociaux. Pour s'insérer socialement, pour s'affirmer socialement, on a besoin soit de s'identifier à des croyances communes, soit de créer nos propres croyances et de les renforcer. C'est notre condition de subsistance en quelque sorte. Et l'AMDEC, pour nous, c'est quelque part contre nature, parce qu'on a besoin d'avoir un état d'esprit dans lequel on va remettre en cause nos croyances pour trouver des nouvelles choses. C'est la deuxième chose sur laquelle l'animateur doit être capable de travailler. Arriver à faire en sorte qu'on aille sur des sujets inconnus et arriver à faire en sorte que tout le monde soit dans un état d'esprit où il ou elle va remettre en cause ses certitudes, ses croyances. Et donc, c'est des sujets, Vertis Engineering, que nous sommes amenés à traiter dans le cadre de nos formations. Les compétences de l'animateur AMDEC, je l'ai dit, sont très importantes pour arriver à mettre cela en place. L'implication de la direction est aussi très importante pour soutenir la démarche, y compris dans les périodes où la démarche peut rencontrer certaines difficultés, ce qui est normal. Conduire le changement, travailler avec les personnes qui sont les plus innovatrices, les plus motrices sur le sujet, travailler avec les personnes qui résistent pour les motiver, pour comprendre leur résistance, comprendre comment les autres personnes qui n'utilisent pas l'AMDEC travaillent, promouvoir la valeur ajoutée générée via l'AMDEC. Utiliser aussi des outils qui permettent de faire ce genre de travail, d'aller se poser des questions sur les zones qu'on ne connaît pas, sur les défaillances qu'on ne connaît pas. Nous avons des outils en interne à proposer dans le cadre de nos formations. Et aussi planifier la réalisation des AMDEC. Effectivement, si on est toujours dans l'urgence de mener dans le guidon, que personne n'a pensé à planifier l'AMDEC, évidemment, on n'aura pas le temps pour réaliser l'AMDEC. Et utiliser des outils, par exemple, comme l'AMDEC Process Inversé, qui est très intéressante, car elle permet d'aller sur le terrain, constater ce qui se passe réellement, ce que vivent nos collègues opérateurs, les chefs d'équipe dans l'atelier. Souvent, ils ont des informations très intéressantes que, du fait des points que j'ai présentés au slide précédent, on n'a pas forcément pris en compte. Voilà. Donc, tout ça, c'est des sujets sur lesquels nous aidons les industriels, Vertis Engineering. Nous les aidons via des actions de formation qui sont totalement adaptées sur mesure, sur des produits process internes, en termes d'ateliers d'application, sur des cas internes, avancées novatrices, en termes de technicité du formateur, en termes de retour d'expérience industrielle du formateur, adaptées aussi sur le plan pédagogique, déployable à l'international et incluant un support post-formation pour une période de 6 mois, suite à la formation. Voilà, donc j'ai terminé, le but étant évidemment de vous fournir, c'est notre raison d'être, c'est de, comme il est écrit sur notre site web, apporter nos compétences pour vous amener encore plus loin que là où vous en êtes sur ces sujets. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire.